l'apothéose, avec la présence du juge Durand et puis une table ronde pour examiner les perspectives d'évolution. Merci beaucoup au juge Durand d'être présent. C'est inutile de le présenter parce que... Voilà. Je voulais juste dire un mot. C'est que j'ai eu la chance de plaider des dossiers auprès du juge Durand et que par rapport à ce qu'on a dit ce matin sur la façon dont ces dossiers étaient traités en justice, j'ai particulièrement pu apprécier le fait que le juge Durand soit respectueux avec tout le monde et que les audiences se passent dans une ambiance la plus sereine possible, même si c'est pas toujours facile à réaliser. Et puis je sais que dans ses interventions, M. Durand indique souvent les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé, et je crois que beaucoup de magistrats devraient suivre cet exemple sur la remise en question qui est nécessaire du système judiciaire. Je voudrais dire simplement, pour l'avoir vécu, que M. Durand a aussi été capable dans beaucoup de procédures de faire preuve de beaucoup de courage et que c'est une qualité qui, je pense, manque beaucoup actuellement dans le système judiciaire. Je vais laisser donc la parole à Édouard Durand. Juste un petit mot, pour ceux qui n'ont pas rempli les petits papiers sur le colloque, la façon dont vous avez entendu parler du colloque, si vous pouvez le faire et le mettre dans une petite palette, ça nous aide, nous, à améliorer ces colloques d'année en année. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Et là, c'est bon pour le micro de la caméra? Il n'y a pas d'image. C'est bon? Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement Maître Pascal Cussig de l'équipe de l'association de l'invitation et puis de ce que vous avez dit à l'instant. J'aimerais que ce soit vrai, bien sûr, mais ça m'honore beaucoup que vous disiez ça, ça me touche, j'y suis très sensible et merci beaucoup. Mais je voudrais dire que, parce que je viens de le dire à quelqu'un avec qui je viens de discuter à l'instant, c'est que les personnes les plus courageuses, j'espère que au jour du jugement dernier, on pourra dire que j'ai fait preuve de courage dans ma vie. Mais les plus courageux, ce sont les enfants et le parent protecteur. Vous savez que je suis à nouveau dans un tribunal pour enfants, donc que j'ai des audiences, que je retrouve les enfants. Et puis j'ai eu un dossier où la famille n'était pas là, alors je rencontre les professionnels et je leur dis pour vous, quel est le problème le plus important dans ce dossier? Et un premier professionnel, il y avait 3 professionnels, un premier professionnel me dit ben, c'est que il n'y a pas eu d'audience depuis 3 mois puisqu'il n'y avait pas de juge. Oui, c'est un... Et le deuxième professionnel me dit je suis d'accord avec mon collègue, le principal problème c'est qu'il n'y a pas eu d'audience depuis 3 mois. Troisième professionnel me dit je suis d'accord avec mes 2 collègues, le principal problème c'est qu'il n'y a pas eu d'audience depuis 3 mois. Donc c'est que ça doit être le principal problème, parce que les experts étaient tous d'accord.
Alors j'ouvre le dossier par son commencement, la première pièce du dossier. La première page de la première pièce du dossier. Le premier paragraphe de la première page de la première pièce du dossier. Avec cette phrase, l'enfant est issu du viol conjugal. Alors, j'ai dit aux professionnels, pour moi, le problème principal, c'est ça. Et ça fait un écart de perception de la réalité qui est assez vertigineux en réalité. Je vais tenir les deux. Qu'est-ce qui fait problème pour nous? Et ce qui fait problème pour nous, c'est la réalité elle-même. Et notamment quand la réalité est violente. Et je vous dis ça parce que dans perspective d'évolution des droits de l'enfant, il y a le droit de l'enfant. Or, les droits de l'enfant peuvent aussi être un prétexte pour justifier des décisions de professionnels qui seraient indifférentes à la réalité. Le problème pour moi n'est pas la norme, la structure, le dispositif. Le problème est l'autonomie incontrôlée dans la prise en considération de la réalité de ce qui est vécu par les autres. On peut mettre en place des soins obligatoires, des mesures judiciaires de protection obligatoires, des accompagnements éducatifs obligatoires. L'épreuve de leur pertinence sera toujours la capacité des personnes qui les mettent en œuvre à être dans la réalité de ce que vit l'enfant et sa famille. Et c'est pourquoi il faut, de mon point de vue, ce que j'appelle une législation plus impérative. Une législation qui contienne davantage mon pouvoir sur la réalité, ou ce que, dans les principes du droit, on appelle le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il n'est pas normal que la vie d'un enfant soit fonction de ce que pense un éducateur, une psychologue, un pédopsychiatre, un juge, une avocate, et se transforme parce que l'un de ces professionnels change. Ce qui n'est pas négociable, c'est la réalité. Ce que je dis a du sens? Cela dit, évidemment, plus on sera dans la réalité, plus ce que nous appelons les droits de l'enfant seront pris en compte. Pour un juge, le travail est celui de la qualification juridique des faits.
pour un avocat aussi. Peut-être qu'un médecin dirait c'est le diagnostic. Un travailleur social, l'évaluation. Quels sont les noms techniques que nous donnons à des faits? Quelle est la condition pour pouvoir donner un nom technique à des faits? Qu'il y ait des faits. Quelle est la stratégie pour se dispenser de donner un nom technique aux faits qui nous gênent, les faire disparaître? Je vous donne un autre exemple. Mettons dans une juridiction lointaine, très lointaine. Le service éducatif me dit que le petit garçon va très bien, qu'il ne fait plus pipi sur lui, qu'il progresse dans les apprentissages, qu'il dort bien, et que son parent protecteur s'occupe très bien de l'enfant et participe complètement à la mesure éducative. Et ce petit garçon va très bien depuis qu'il ne voit plus le parent non protecteur, dont il a dit qu'il ne voulait plus le voir parce qu'il était violent. Donc l'enfant vit chez sa mère, il ne voit plus son père, et va très bien. Mais le service éducatif me dit, nous avons un problème. Quel est le problème dans ce dossier? C'est que l'enfant ne voit pas son père. Et c'est un problème parce que on se demande ce que ça fera pour lui quand il sera grand. Et puis le service éducatif a un autre problème qu'il voulait soumettre à ma qualification juridique des faits, pour que je l'écrive dans le jugement. C'est que cet enfant a une mère fusionnée. Ne vous répétez pas, vous savez que vous l'êtes. Alors je dis à vous, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, il y a des angoisses de séparation. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, quand la mère et l'enfant sont venus à notre service, l'AEMO, pour les entretiens de rencontre, de première rencontre, de démarrage de la mesure, comme nous le faisons à chaque fois, nous avons reçu l'enfant seul. Et là, on a vu que la mère et l'enfant étaient très angoissés, et même qu'il y a eu des larmes. Je dis ok. Et à l'école, tous les jours, est-ce que c'est pareil? Ah non, non, pas du tout, ça se passe très très bien. Le directeur de l'école que nous avons eu nous l'a dit, non, non, il n'y a pas du tout ça. Alors je dis, et vous? Si vous aviez rendez-vous avec un service dont la réputation est qu'un jour ou l'autre il peut écrire, il faut placer l'enfant à la DAS, est-ce que vous seriez stressé? Elle dit, ben oui. Pourquoi dites-vous que cette mère est fusionnelle? Et pourquoi voulez-vous prendre le risque de modifier tout ce qui va bien pour l'enfant? Je leur ai dit, si vous voulez faire des expériences, vous les faites sur vos collègues, pas sur les enfants qui sont sous la responsabilité.
Bon, comme Maître Cussick a dit que j'avais l'habitude de dire mes erreurs et qu'on est entre amis, je dis un peu des trucs comme ça. Les droits de l'enfant, c'est la prise en compte de leurs besoins fondamentaux. Et c'est ça le défi pour nous. Parce que si on dit les droits de l'enfant, on peut dire que les droits de l'enfant, c'est de vivre avec ses deux parents. On peut dire le droit de l'enfant, c'est d'exprimer son point de vue. Mais si on se focalise sur le respect d'un droit qui est exprimer son point de vue, être entendu, on est dans une démarche qui est procédurale, processuelle. Pas dans une démarche de recherche de la réalité. Parce qu'un enfant victime, j'ai dit une bêtise. Je regarde l'ordinateur comme si je savais faire fonctionner ces machines. Parce qu'un enfant victime peut dire « je veux vivre avec mon agresseur ». Le critère avant la recherche du droit, c'est la recherche de la satisfaction du besoin. Et le premier de tous ces besoins, c'est le besoin de sécurité. Et notamment, et principalement, je parle comme si j'étais psychologue ou pédopsychiatre, je vais me faire des ennemis, la continuité du contact avec une figure de sécurité principale, une FSP, qu'en général les êtres humains appellent mère. D'ailleurs, quand les enfants sont dans une famille d'accueil et qu'ils appellent leur tata maman, on leur dit il ne faut pas l'appeler maman. Mais c'est parce que les humains ont l'habitude d'appeler maman la figure de sécurité prioritaire, principale. On ne devrait pas leur dire tu devrais l'appeler tata, on devrait leur dire tu devrais l'appeler FSP. Moi, j'habite chez ma FSP. Et donc, si on devait répondre à la question quelles sont les perspectives d'évolution des droits de l'enfant sous cet angle, il me semble, je le soumets à votre appréciation, j'espère que toute décision, toute proposition qui romprait le contact d'un enfant avec sa FSP serait a priori une mauvaise décision si cette FSP est cohérente, fiable et procure de la sécurité. Est-ce que c'est acceptable de dire les choses de cette façon-là ou erroné? Je me dis que si un enfant a, le plus souvent, c'est sa mère, un parent qui répond de façon fiable, continue, cohérente à ses besoins dans les moments de stress et qu'elle lui permet de construire un attachement sécure, je pense qu'il est possible de motiver une évaluation, un diagnostic, un jugement, une plaidoirie qui invaliderait la rupture de ce contact. C'est toujours acceptable? C'est le seul moyen d'être en rapport avec la réalité. Parce que ça s'évalue. Je réfléchis en même temps que je vous parle, en fait.
Puisque nous disons, nous ne savons pas, ces mêmes services qui disent la mère est fusionnelle, l'enfant, c'est dommage que l'enfant aille bien, parce que forcément il ira mal plus tard, puisqu'il ne voit pas le parent, l'autre parent. Du coup, ils me répondent, oui, mais moi, j'y étais pas. Je ne sais pas si le père était violent ou pas. Et si l'obstacle, c'est le doute, alors il faut se décaler par l'évaluation de la qualité de l'attachement. Est-ce que c'est acceptable de raisonner encore comme ça? C'est même primordial. Alors, on pourrait structurer un raisonnement évaluable en disant, entrer dans une maison avec des gendarmes mobiles, arracher un enfant des bras de sa FSP pour les mettre dans les bras d'un homme inconnu, mais dont les aînés ont dit il est violent. C'est une violence institutionnelle de très haute intensité. Et donc, il faut dire, qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant? Puisque la baguette magique, c'est intérêt de l'enfant. Il faut dire l'intérêt de l'enfant, c'est la garantie de la continuité de son contact avec sa FSP. Et ceci s'évalue d'une manière sûre. Comment? Par la loi. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Dans les situations de dénonciation de violence, il faudrait qu'il y ait une association, il faudrait créer une association qui imagine ce qu'on pourrait appeler une ordonnance de sûreté de l'enfant. C'est-à-dire, comme un peu sur le modèle de l'ordonnance de protection, une décision de justice dont la structure est, par précaution, de garantir la sûreté au sens de garantir l'absence de risque de violence, mais aussi de continuité du contact avec la FSP. Et cette association est celle qui nous reçoit aujourd'hui et qui a déjà conceptualisé cette mesure que la civilisation a reprise. Je suis à peu près à une demi-heure. Donc, notre tentation est de suspendre le rapport à la réalité. De dire que la réalité sera déterminée plus tard. D'une certaine manière, c'était exactement la même chose quand on opérait les enfants sans anesthésie, en disant ils ne disent pas qu'ils ont mal. C'est la même chose. Ce qui ne se négocie pas, c'est la réalité. Il n'y a que la loi qui peut contenir
sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention.